Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de jouer à un petit jeu avec moi. Un jeu tout simple auquel vous pouvez essayer de vous atteler si vous voulez avant de regarder cette vidéo. Un petit exercice d'analyse autour de l'introduction de l'un des plus grands films de tous les temps, un film que j'adore, Blade Runner. Le but du jeu, me demanderez-vous? Essayez de comprendre comment via les dialogues, le jeu, l'image, le son, le montage et le décor, l'équipe du film met en lumière les rapports hiérarchiques entre les trois strates sociales de son œuvre, les Blade Runner, les Réplicants et la Tyrell Corporation. Cette introduction dure 7 minutes et est divisée en 3 parties principales, chacune apportant à sa façon son lot de compréhension sur l'un des éléments les plus importants de Blade Runner, la hiérarchie. Alors si vous n'avez pas la foi de jouer seul à ce jeu, on va y jouer ensemble tout au long de cette vidéo, et pour ça je vais résumer brièvement la dite introduction. La première partie se compose d'un texte lent, parlant du contexte, comme quoi la société Tyrell Corporation a créé des androïdes appelés Réplicants qui se sont rebellés, et une équipe de mercenaires, appelée Blade Runner, est chargée de les éliminer. Après ça, on nous plonge dans la deuxième partie, un hypnotisant survol lent d'une ville futuriste, jusqu'à une fenêtre d'un immense bâtiment pyramidal, entrecoupé de brèves images d'un homme regardant à travers une fenêtre et d'un œil en très gros plan. On comprend à la fin de la deuxième partie que l'homme est dans le fameux bâtiment pyramidal. La troisième partie est la plus longue et se passe à l'intérieur du bâtiment. Elle consiste en un test entre l'inspecteur Holden, l'homme qui regardait par la fenêtre, et Léon, autour d'une machine étrange au fonctionnement incertain. On peut en déduire grâce au carton de début que ce test sert probablement à déterminer si Léon est un répliquant ou non. Par ailleurs, ce dernier agit de manière erratique tout au long du test et, alors qu'il bégaye ce mot tortue, un bip retentit de la machine et l'inspecteur Holden lance un regard suspicieux, indiquant qu'il a compris la nature de son interlocuteur. See a tortoise, Leon. It's crawling towards you. Tortoise? What's that? Never seen a turtle. But I understand what you mean. Il coince ce dernier et, alors qu'il essaie de procéder à la suite du test, Léon lui tire dessus à de multiples reprises sans que Holden ait le temps de réagir. Il est évident, et avant même l'apparition du personnage principal Rick Deckard, que le monde de Blade Runner s'est forgé dans un rapport hiérarchique, et il est facile, du moins à travers le prisme de la société, d'établir un rapport de puissance. Néanmoins, plus l'on se plonge dans cette introduction, plus certaines parties de ce rapport semblent se troubler, certains éléments fusionnent tandis que d'autres créent des fossés inopinés. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on reprenne notre extrait et que l'on analyse ce que ce changement de perception, ou justement à l'inverse, le non-changement de perception sur nos personnages, a à dire de l'état de la société au moment où le film se lance. Léon, c'est un personnage secondaire qu'on aura l'occasion de revoir dans le film plus tard, mais c'est surtout notre premier contact avec un répliquant. Il y a déjà quelque chose de troublant avec son personnage, il est très loin du robot auquel on pourrait s'attendre. Contrairement au T-800 Terminator, très froid, insensible et déterminé, on a dans Blade Runner un personnage effrayé, qui sue, qui tremble, qui panique, qui montre des émotions. Pourtant, on devine assez facilement que c'est un simulacre de par la manière dont il est filmé. Les plans sur Holden, donc sur l'humain, sont recadrés, alors que les plans sur Léon, donc sur le robot, sont constamment fixes, comme s'ils avaient besoin que la caméra coupe pour changer de valeur, alors que le personnage est parfois complètement décentré. C'est un des points que j'aime beaucoup dans cette scène, la différence flagrante entre la manière de filmer les deux personnages pour montrer la rigidité robotique de l'un et la liberté humaine de l'autre. Ce dialogue filmé de manière très sobre est une rupture avec la scène précédente, le vol en vaisseau, rupture appuyée par un travelling à la grue qui descend dans les bureaux, alors que Léon arrive pour l'entretien et qui sert à 3 choses que je vais énoncer par ordre d'importance. La première, il sert à créer une symbolique à l'aide du ventilateur qui coupe la tête de Holden, symbole de ce qui va lui arriver après. La deuxième, il sert à montrer très clairement qu'il y a des bureaux répétitifs. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné plus tôt, une preuve de l'organisation de l'entreprise, l'idée qu'il y a de nombreux entretiens au même moment, à la chaîne, mais on va développer ça plus tard. La troisième, et la plus importante, il sert de transition entre les deux parties du film, en faisant atterrir le spectateur qui volait dans un vaisseau depuis le début. En fait, depuis le début, on est du point de vue de Léon, qui était avec nous dans le vaisseau et qui vient d'atterrir à nos côtés. Et le fait d'établir ça va permettre de répondre à une tonne de questions sur la mise en scène de l'introduction. Pourquoi le film s'ouvre sur ces travelling lents ? Parce qu'on suit le voyage d'un Léon émerveillé, dont l'œil scrute la ville qui lui change totalement des paysages qu'il a l'habitude de voir, lui qui a habituellement été créé comme esclave pour travailler dans des planètes inhabitables et arides. La mise en scène, marquée par ces travelling lyriques, contraste totalement avec la suite du film. C'est l'un travelling qui semble inarrêtable, avançant de manière incontrôlée vers la pyramide, lieu de l'inéluctable jugement de Léon. Pourquoi la machine est si complexe à comprendre, filmée en très gros plan et au résultat indéchiffrable? Parce que, comme Léon, on n'a aucune connaissance sur cet instrument et on le fixe de manière paniquée pour essayer de comprendre ne serait-ce qu'à quoi servent les éléments qui nous sont présentés.
Pourquoi la voix de Holden se déforme au fur et à mesure que l'étau se resserre autour de Léon? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Parce que le spectateur vit au travers des sens de ce dernier. Il est tellement avec lui qu'on entendrait même son battement de cœur alors qu'on sait pertinemment qu'il n'en a pas. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? On a également une grande différence dans la façon de filmer Léon et Holden. Holden reste sur des plans taille alors que Léon est filmé en très gros plan afin de capter ses émotions. Concrètement, dans cette scène, l'élément le plus proche du spectateur, c'est Léon et ok, ça se complique. Tout ce que je viens de dire tombe à l'eau parce qu'il y a un gros plan sur Holden. À moins qu'on mette en pause, que l'on développe, qu'on essaie de prendre un peu de recul sur une situation. Tellement de recul qu'on sort même du quartier général de Tyrell Corporation et qu'on pose enfin cette question que personne ne semble oser poser. C'est quoi cette pyramide? Tyrell Corporation, c'est le premier, entre guillemets, personnage qui nous est présenté et c'est assez ironique étant donné que c'est une entreprise, l'entreprise au centre même du conflit du film. C'est une entité surpuissante qui exerce un contrôle total sur la société et c'est représenté physiquement avec une domination du paysage urbain. Du haut de la pyramide, on peut voir toute la ville, aucun gratte-ciel ne cache la vue aux dirigeants. Les gros plans sur les yeux, qui sont également assimilables à ceux de Holden, font penser à l'œil de la Providence, ce point de vue omniscient qui contrôle toute la société. Un contrôle qui est exercé physiquement mais aussi psychologiquement avec une manipulation de l'information qui est discrètement explicitée dès le texte du début. Appeler la suppression d'un répliquant une retraite, c'est une façon de dédramatiser cette suppression, d'appuyer le fait que ce ne sont que des robots sans âme que l'on doit contrôler dans de simples entretiens afin d'être sûr que, par hasard ou erreur de code, ils n'en développent pas une. Ces simples entretiens d'ailleurs sont méthodiquement préparés avec une recherche préalable sur les sujets et des questions écrites à l'avance. 1187 Hunterwasser. That's the hotel. What? Where I live. Nice place? Yeah, sure, I guess. Is that part of the test? J'ai parlé plutôt des bureaux, on a un travail sur le son très important, un brouhaha électronique oppressant symbolisant le danger permanent du lieu, ainsi que des annonces au micro reflétant une mécanique bien huilée où tout s'enchaîne fluidement, une ambiance très froide et, à sa façon, un peu angoissante. Next subject, Kowalski Leon. What? What desert? Doesn't make any difference what desert. It's completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? La scène de l'entretien offre au spectateur le détail culminant de cette domination. Dès l'instant où les personnages seront assis, l'écriture Tyrell Corporation plaquée sur les dossiers des fauteuils des protagonistes sera constamment visible, planant au-dessus d'eux comme le bâtiment plane au-dessus de la ville, servant de couperet pour les deux personnages. Léon qu'elle est censée exécuter et Holden qu'elle va mener à sa perte en le déshumanisant complètement. Holden n'est pas un personnage à cette étape du film. C'est un intermédiaire entre Tyrell Corporation et le spectateur. Bien qu'étant humain et filmé comme tel, avec la caméra mobile dont nous parlions plus tôt, aux yeux du spectateur et de Tyrell Corporation, ce n'est rien d'autre qu'un employé. C'est bluffant la façon dont le spectateur tombe immédiatement en empathie avec le personnage de Léon, parce que Holden est tellement engoncé dans son entreprise qui lui fournit des informations, lui écrit des questions et lui donne des ordres qu'il en oublie son humanité. Ce n'est pas pour rien qu'au début du film, les mots Blade Runner et répliquant sont tous les deux écrits en rouge, comme s'ils n'étaient pas si différents. Cette corrélation entre ces deux strates de la société, que pourtant tout oppose, culmine en un seul plan. Le gros plan sur Holden, le moment où il est le plus proche de Léon. Néanmoins, ce plan a une toute autre saveur. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? Il est utilisé au moment où l'inspecteur se réjouit de planter le dernier clou dans ce qu'il pense être le cercueil de Léon, mais qui est en réalité le sien. Il perd toute son humanité et c'est ce qui le sépare de Rick Deckard. Shall we continue? Ce gros plan inverse les points de vue sur les personnages. Là où il est utilisé pour humaniser le robot en détresse, il est utilisé au moment où l'humain l'est le moins. Pour la première fois, on filme le robot et l'humain de la même façon, car à ce moment précis, l'humain ne vaut pas plus que le robot qui lui fait face.
Cette introduction, elle est assez effrayante quand on la met en perspective avec notre monde actuel parce qu'elle n'a rien d'irréaliste. En l'espace de 7 minutes, Blade Runner offre au spectateur une carte globale de ses enjeux, ajoutant une ambiance au film, montrant les conflits autant sur de grands espaces que dans des instants plus restreints, afin que le film puisse apparaître plus limpidement. Et alors qu'apparaît à l'écran le personnage de Rick Deckard, le spectateur oublie rapidement l'ambiance morose qu'il vient de voir et se laisse emporter par l'insolence comique du policier qui permet de s'attacher à ce dernier et à le suivre dans l'une des plus belles histoires du cinéma, où les discrets thèmes du début reviendront hanter le film, ses personnages et les spectateurs.